pour entamer cette table ronde, avant de rentrer dans le dur du sujet, qui serait un tout petit texte qui est en train de se décider à l'Assemblée nationale, qui s'appelle la loi immigration. Voilà, je propose de ne pas être humoriste et de ne pas commencer tout de suite par ça. Je propose de commencer par un sujet un tout petit peu plus léger, mais vous allez voir à peine. Tout à l'heure, une question a été adressée au collectif Turles sur le lien entre immigration et réchauffement climatique. Donc c'est un petit peu plus mon sujet, voilà, le réchauffement climatique. Et moi, je voulais entamer cette table ronde par une toute petite observation. Dans un monde à plus 4 degrés, vous savez, celui dans lequel notre ministre de l'écologie, Christophe Béchu, veut nous préparer, il y a des études qui commencent à sortir qui montrent que l'été, 60% du territoire national, je reprends, 60% du territoire national, ici, n'est pas vivable. Donc, moi, j'aimerais déjà, en guise d'amorce, votre réaction là, parce que demain, si on laisse faire ça, les immigrés, c'est pas seulement les Africains, les Polonais, encore plus à l'ouest, c'est nous aussi. Et de ce que j'ai entendu cet après-midi, la manière dont on accueille les immigrés, ça fait peur. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir comme ça. Oui, juste un petit truc anecdotique, parce que par le passé, on a eu des migrants en France. Ce sont les Alsaciens qui ont quitté l'Alsace pour aller vers à l'ouest, au sud-ouest. Ben, ils ont été toujours très bien reçus, les Alsaciens. Ils fuyaient l'hiver, l'invasion allemande. Voilà, alors, je veux dire, on est les accueillants, mais quand on est accueilli, on n'est pas mieux accueilli souvent quand on va dans une autre région. C'est une réalité très concrète. On voit déjà avec le manque d'accès à l'eau pendant les 2 étés caniculaires qu'on vient de vivre. Mais ici, en France, en Europe, on prend plus 4 degrés, on les prend aussi ailleurs. Ce qui veut dire que normalement, on a une capacité aujourd'hui de réagir, d'accueillir des gens qui vont devoir fuir un endroit origine, qui sera rendu invivable du fait de nos choix de développement économique à nous. C'est-à-dire que là, oui, en France, ça va devenir invivable, mais ça devient déjà invivable dans les endroits. Il y a des terres qui ne peuvent plus être exploitées, il y a des zones entières du monde qui ne peuvent plus être exploitées, et 4 degrés de plus. Donc, toi, j'insiste, c'est ce que nous faisons. Il faut que des millions de personnes ne pourront plus vivre sur leur terre dans leur pays demain. Et cette réalité-là, il faut arriver à commencer à la penser, à l'anticiper aujourd'hui. Là, on parle uniquement de la situation actuelle. On a déjà une part de responsabilité de demain. Demain, si on n'est pas, elle sera encore plus grande. Ce n'est pas juste nous, ça va être bien, c'est qu'on rend invivable les pays aussi. Alors, ça remet bien la question de l'accueil, je pense, au centre du jeu, de dire ça. C'est maintenant, mais c'est aussi pour préparer l'avenir. Et une première manière d'accueillir dignement les populations qui se déplacent, je pense, c'est de un petit peu faire en sorte qu'elles soient en bonne santé, qu'elles restent en bonne santé physique, en bonne santé mentale, après les traumatismes qu'elles ont vécus. Et donc là, moi, je voulais interroger chacun d'entre vous, alors peut-être pas tous, on va peut-être pas tous après la parole, mais sur le vote qui a eu lieu au Sénat le 7 novembre dernier pour abroger l'aide médicale d'État, pour la remplacer par une aide d'urgence. Donc moi, je suis pas spécialiste de ces questions, je ne comprends pas trop la nuance. Si quelqu'un veut bien nous éclairer sur quelle serait la nuance et pourquoi il ne faut pas toucher à cette aide médicale d'État et au contraire peut-être même, je ne sais pas, la réponse. Du coup, l'aide médicale d'État, actuellement, c'est une couverture médicale pour les personnes qui sont en situation irrégulière, qui ont accès à cette aide si elles font la demande depuis les 3 mois de situation irrégulière. Donc, qui est ce délai de 3 mois pour pouvoir faire la demande, prouver qu'on est en France depuis au moins 1 mois, et les démarches, du coup, se font auprès de la sécurité sociale, mais ce n'est pas la même caisse, pas la sécurité sociale, c'est une caisse différente de la sécurité sociale.
Actuellement, du coup, ça permet d'avoir accès quasiment à tous les soins, sauf ce qui est dentaire et ophtalmo. Mais du coup, pour des personnes qui ont besoin d'aller à l'hôpital, un généraliste, faire des examens, c'est possible de le faire avec un hôpital d'État. Si on a un salaire, alors je ne sais plus exactement quels sont les taux, mais c'est à peu près la même chose que la C2S, je pense. C'est à peu près 900 € pour une personne seule. Et on peut avoir accès à l'AME. Si par contre on a plus un revenu supérieur, et ben, on n'a pas accès à l'AME, on est censé avoir une assurance. Donc ce qu'ils veulent changer dans la loi, c'est restreindre du coup le panier de soins, c'est-à-dire que alors moi tout ce que j'ai pu comprendre, mais je ne sais pas si c'est tout très clair dans la loi, mais en tout cas, ça serait que ce serait uniquement pour rembourser des urgences vitales ou des douleurs, ou le suivi de grossesse ou la vaccination. Du coup, ça veut dire que toutes les personnes qui ont par exemple des maladies chroniques, un diabète qu'on voit tous les 3 mois, pour vérifier comment le diabète, vérifier les médicaments, donc ils ne pourront pas avoir accès à leurs soins. Quoi. Et donc ça, les conséquences de ça, ça veut dire que la santé de ces personnes-là va se dégrader. Les personnes vont finalement devoir à un moment donné aller aux urgences parce que leur santé va être tellement dégradée qu'ils n'auront plus le choix. Et c'est l'hôpital qui va l'avoir payé, les personnes ne seront pas remboursées. Donc en fait, ça revient sur l'hôpital public qui est déjà dans une situation assez déplorable. Voilà. Et du coup, nous, hier, on a pu discuter avec un député macroniste qui disait aussi, lui, pour l'AME, c'était qu'il y a un reste à charge pour les personnes, parce qu'il dit que la population française ne comprend pas pourquoi les personnes qui ont l'AME ne payent pas, alors que les autres payent les mutuelles. Déjà, la raison, c'est différent de revenus. Déjà, parce que c'est des tests aussi accessibles aux Français qui ont un revenu inférieur à 900 €. Mais si c'est ça qui passe, c'est pareil, supprimer l'AME, parce que les personnes ne viendront pas voir un médecin généraliste, s'ils doivent payer, ils ne viendront pas, ou tous les autres soins, s'ils doivent payer, ils ne vont pas l'argent. Ça va être. Et en plus de ça, actuellement, avec l'aide médicale d'État, il y a déjà 50% des personnes qui devraient avoir des médicales d'État qui ne l'ont pas, qui n'arrivent pas à l'avoir, que les démarches sont trop compliquées ou ne savent pas qu'ils peuvent y avoir accès. Il y a déjà un non-recours énorme. Donc, si on reste là, en plus, c'est un recours beaucoup plus important. Et la guerre. Donc, oui. Ah oui, toujours. Et en complément, effectivement, sur les 50% de non-recours, pour aussi casser la légende sur laquelle s'assoit cette une forme odieuse de l'AME qui voudrait que les personnes étrangères volent l'argent. L'AME, c'est seulement 0,4% des 204 milliards par an de dépenses de santé. 0,4%. Pour ce qui est de la fraude à l'AME, en 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a en tout cas à disposition, il n'y a eu que 38 cas avérés de fraude à l'AME. 38 cas en 2018 de fraude avérée à l'AME. Ça représente 500 000 € sur l'année 2018. C'est 0,06% des dépenses d'AME. Donc là, c'est pareil. Si on devait accepter l'argument de départ, qui est de toute façon déjà inacceptable et qui est totalement fallacieux, de dire que l'AME coûte beaucoup trop d'argent, on n'a plus d'argent, il n'y a plus de sous, et donc il faut arrêter de donner l'argent aux étrangers, il faut le garder pour nous autres, les Français, eh bien cet argument-là tombe aussi quand on regarde la réalité des chiffres. En plus de ça, ce sont aussi des médecins qui refusent des gens de recevoir, des gens qui ont droit à l'AME aujourd'hui. Mais puisqu'il faut essayer de trouver des points positifs aussi, il y a déjà des collectifs de médecins qui ont expliqué, qui ont assumé de dire si l'AME est supprimée, nous, on continuera à faire notre AME, c'est-à-dire recevoir des gens qui ont besoin de soins, même si ça n'existe plus. Il y a... Et Georges, et juste précision, parce que j'ai vu ce matin Georges Federman, psychiatre à Strasbourg, lui a déposé avec d'autres médecins collectifs une plainte à l'ordre des médecins pour faire en sorte que cette mesure ne puisse pas tirer. Parce que
évidemment, on dirait que ça revient, ça remet en cause le savoir et ça remet en cause évidemment le rôle fondamental des médecins qui nous soignent. C'est pour ça que Safran a déjà annoncé qu'il considérait l'AME, dans le cadre de la loi, même si les sénateurs l'ont supprimé, ça fait partie, je pense, j'espère, des parties qu'on peut arriver, nous, à, j'ai pas envie de dire gagner, parce que gagner, ce qui est de droit, ça s'appelle pas gagner, mais en tout cas, arriver à le restaurer dans le texte à la fin. Il y a effectivement des députés Renaissance qui ont cette vision complètement américanisée de la médecine, à savoir chacun doit payer sa part, alors que toute notre pensée de l'accès aux soins, enfin du droit à la santé en France est à l'opposé de ça. Mais malgré ce, je crois que le ministre de la Santé y est fermement opposé pour des raisons très simples, qui est que ne traiter que les cas d'urgence que vous avez très bien décrits, ça veut dire que les maladies transmissibles ne sont pas prises en compte, les épidémies émergentes ne sont pas prises en compte, et donc on prend un risque pour l'ensemble de la société. Et c'est sur ces termes-là que probablement on arrivera à restaurer l'AME, parce que ne pas assurer un minimum de soins, c'est mettre en danger toutes les autres personnes. J'espère que, à minima, enfin, même si au Sénat, l'expérience du Covid ne leur a pas permis de comprendre que prendre soin de l'autre, c'est prendre soin aussi de soi, en tant que collectif, je pense que le reste des gens l'ont quand même intégré et qu'on va pouvoir arriver à garder ça. Encore une fois, c'est une victoire par rapport à la boucherie sur ce texte qu'ont fait les sénateurs, mais c'est pas une victoire par rapport aux besoins qui eux sont colossaux. Non-recours, médecins qui refusent de recevoir des gens quand ils sont payés par l'AME, particulièrement s'ils ne sont pas blancs, évidemment. Tout ça est difficile à quantifier, mais les réseaux de médecins en parlent. En gros, c'est le rapport à la pauvreté, enfin le refus de la pauvreté qui se traduit comme ça. Encore une fois, c'est ça notre conception en France, dans cette démocratie, dans cette république, si on veut l'appeler comme ça, c'est pas notre conception de ce que doit être le droit à la santé, encore moins le droit à une bonne santé. Ça repose sur une bonne santé. Je vais rajouter un petit truc. Concrètement, de devoir trier entre qu'est-ce qui est une urgence, qu'est-ce qui est une douleur, qu'est-ce qui est rencontré, qu'est-ce qui n'est pas rencontré. Concrètement, c'est impossible à faire. Les gens, quand ils prennent un rendez-vous, les médecins, on ne sait pas quel est le motif. On ne va savoir s'il faut payer ou pas payer avant. Alors peut-être ça va être pareil. Concrètement, ça rajoute aussi du travail. Je voulais juste rajouter qu'en Espagne, il y a la même chose qui a été discutée. L'assurance maladie pour les personnes en situation irrégulière a été enlevée et ils ont dû revenir dessus parce qu'ils se sont rendus compte. En fait, la santé des personnes était tellement dégradée que ça avait un impact sur leur système de santé et que du coup, à prendre peut-être les autres. Oui. C'est juste donc il y a des médecins qui refusent de prendre les personnes qui sont en couverture AME. Un, pourquoi? Et deux, est-ce que ce n'est pas obligatoire? Est-ce que légalement, c'est pas obligatoire de prendre une personne qui est en AME? Et trois, est-ce que c'est pas juste obligatoire de prendre quelqu'un qui est dessus? On a un manque de médecins qui est criant en France. Donc en fait, c'est facile de dire il n'y a pas de place. Je vais répondre parce que c'est plus concret. C'est plus concret que ça. Alors, les médecins refusent l'AME parce qu'en fait, ils sont rentrés dans la sécurité sociale, mais en retard. Tous les libéraux réfléchissent avec les démarches administratives. Du coup, ils refusent pour ces raisons-là. C'est illégal de refuser une personne parce qu'elle a l'AME. Quand ça arrive, c'est très important de pouvoir le faire remonter à leur médecin parce qu'il y a beaucoup. C'est une de ces raisons. L'autre raison, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire des déplacements honoraires. Donc, il y a plein de médecins qui ne veulent pas recevoir. C'est pareil pour les personnes qui ont la C2S. Ils ne veulent pas les recevoir parce que sinon, ils ne peuvent pas faire de déplacements honoraires. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Ouais. Et oui. Il y a, oui. L'idée que le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Sur ce sujet-là, je me pose la question pourquoi les gens veulent se faire soigner chez nous pour tout ce qui est des maladies graves, notamment des cancers. La CIMAD, on voit qu'il y a énormément de gens qui veulent
faire des démarches, bénéficier d'aide, bien sûr, de faire des démarches de soins. Bon, parmi tous les gens qui viennent, il y a énormément de gens d'Algérie qui nous disent que le système algérien est complètement soumis à des bachiches, tout ce qu'on peut imaginer. Et même des gens disent qu'on refuse de payer. Ce sont les sommes qu'on nous demande sont tellement énormes. Par exemple, j'ai vu une maman qui est venue avec son enfant qui est trisomique, qui a besoin de soins et de suivi, bien qu'on l'Algérie n'existe pas. Beaucoup de gens qui viennent de Géorgie, énormément de gens qui viennent de Géorgie, ils disent le système de santé là-bas il est complètement en morceaux. Les médecins géorgiens disent que si vous voulez nous faire soigner, allez en Allemagne ou en France, parce que là, nous, on n'a plus de médicaments, on ne sait plus faire, on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens. On parlait de tous les médecins, algériens notamment, qui viennent travailler en France, des salaires qui sont nettement inférieurs aux médecins qui assurent les gardes, comme ça, je ne sais pas, médecins. Bon, je vais au cours, là, bien sûr. Ce qui se passe avec les médecins étrangers qui viennent travailler en France, ils sont taillards de corps vers Par contre, ils n'ont pas ils sont traités, ils sont beaucoup moins payés que les médecins français. Donc c'est un gros problème de santé dans tous les pays. Et quand les gens nous disent mais il faut aider les pays d'origine que les gens ne migrent pas, ok. D'abord, c'est un vrai souci. Monsieur de Massina. C'est pas vraiment, je parle donc. On va un peu dans le sujet quand même. Il y a effectivement des personnes qui viennent se faire soigner en France parce que leur système de santé est défaillant. Mais je pense qu'à la semaine, vous voyez aussi un concentré de personnes. Du coup, il y a aussi beaucoup de gens. Mais ah oui, en tout cas, moi, ce que je constate en tant que médecin, c'est clairement pas la majorité des personnes qui ont des médicaments d'État ou des personnes qui viennent en France. La majorité ne connaissent pas le système de santé quand ils arrivent. Ils ne savent même pas que l'AME existe. Ils ne savent même pas que l'accès à la santé est aussi pas payante en France. Il y a certaines personnes, effectivement, de certains pays comme l'Algérie, c'est aussi du fait du lien qu'il y a entre la France et l'Algérie qui font qu'elles vont facilement venir ici pour se faire soigner. Mais je suis aussi d'accord que comme il y a des systèmes d'équivalent ailleurs, parfois les gens viennent pour ça, mais c'est quand même pas la vérité. Donc déjà, l'AME dit quelque chose de la manière dont on accueille les gens. Les gens les plus vulnérables parmi nous, les personnes les plus vulnérables parmi nous, puisque ça reste des personnes. Guillaume. Guillaume. Oui. Juste. Ah. Je connais, ouais. The question is to Honorable because I don't understand when he said like people come to Europe, especially France, to steal France money. Non. And at the same time, but we normally see like Europeans are donating a lot of money to African governments to help their people down in Africa. But once there is a lot of people in Europe, like immigrants, they are suffering, it is not time for them to concentrate about the people that live in Europe and their difficult situation than helping the other people in Africa and saying that these other people come to Europe and with their own. What is your take on that? What I'm trying to explain is like, I don't understand when it is said that people come to France to steal France money. It's not what we think. Another political party problem. La question est une incompréhension sur le fait de où est-ce que c'est dit et quand c'est dit que les gens viennent en France pour voler l'argent des Français ou leur système de santé, hein, pareil. C'est dit au rassemblement sur qui dit. Je vais parler en anglais juste là parce que dans le micro, ça va être Non, peut-être autrement, je réponds en français et puis on traduira. Enfin, elle traduit.
J'attends. On a bien compris la question. Oui. En fait, je suis d'accord avec vous. Peut-être essayer de traduire Ah oui, rapidement, mais Ouais. Je crois qu'on a compris. mais peut-être pas tout le monde. Ouais. D'abord, il y avait une incompréhension parce qu'il avait l'impression que c'était Nous. vous qui disiez qu'il y avait des personnes qui venaient en France pour profiter du système français et d'obtenir de l'argent. C'était pas le petit des partis. Mais du coup, il se posait la question de on envoie souvent de l'argent dans les pays d'Afrique et plutôt que d'essayer d'aider les personnes qui sont ici sur place, et du coup, comment est-ce qu'il ne faudrait pas plus se concentrer sur ce qui se passe en France plutôt que d'envoyer de l'argent Surtout, je trouve cette question intéressante parce que on sait aussi que c'est les personnes exilées, on voit beaucoup d'argent dans leur pays qui sont utilisés pour des petits projets et qui ne tombent pas dans les mains des politiciens corrompus qui privent les personnes de l'argent, de l'aide au développement, par exemple. Donc en français, la réponse ouais. En français, parce que l'anglais n'est pas terrible. C'est un vieux débat, parce que l'aide au développement est censée quelque part compenser les exploitations que nous avons eues de certains pays. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des études, des enquêtes qui montrent que cet argent ne va pas là où il devrait aller, à l'aide des personnes. Est-ce que pour autant, il faut le supprimer? Je ne pense pas qu'il faille qu'on arrête une politique de compensation, qui sont déjà très faibles par rapport à ce qu'on a fait. En revanche, avoir des sécurités sur le fait que la population ait bien l'usufruit, puisse vraiment avoir le bénéfice de cet argent, oui, c'est important. Mais oui, non, effectivement, ce que dit Sandra est juste. J'espère que c'est pas ce que moi j'ai pu dire tout à l'heure qui vous a laissé penser que c'est mon propos, pas du tout, hein, évidemment. Je disais ici qu'il y a un discours ambiant, stigmatisant, porté par une sorte de rouleau compresseur médiatique et pour une bonne partie politique aussi, d'une partie du spectre politique dont nous ne faisons pas partie ici. En tout cas, c'est clair que c'est pas passionnant. Ce qui pose aussi plein de questions, c'est qu'en grand part de l'économie, elle fonctionne avec des personnes sans papier clandestines aujourd'hui, et que, en fait, bien sûr qu'on a envie que ces personnes soient régularisées, sauf que la régularisation qui est offerte aujourd'hui, c'est une régularisation qui est on donne en permis de séjour d'un an, et puis si ton métier est toujours en tension, et on te le refera l'année prochaine. Du coup, ça fait une précarisation incroyable, et ça, c'est vraiment l'inverse d'une insertion. Parce que il faut vraiment avoir. J'aime assez votre exposition parce qu'elle montre bien comment c'est impossible d'avoir une sécurité si on n'a pas une sécurité dans le travail, dans le logement, dans les liens affectifs. Et tout ça, ça se construit dans une stabilité. Et en plus, c'est vraiment une version très utilitariste parce que il y a plusieurs métiers en tension qui ne le sont pas en ce moment, justement parce qu'il y a des personnes clandestines qui travaillent pour ces métiers. Et du coup, ça fait que, tant que c'est pas ça, c'est pas visibilisé, la plupart des métiers en tension ne le seront pas parce qu'il y a des personnes, notamment à Saint-Nazaire, dans les grands chantiers navals, qui sont c'est naval. des chantiers, mais c'est sûr. Parce que C'est bizarre. Oui, ouais. Des chantiers avec des bateaux dedans. Et c'est 3/4 de personnes clandestines. Et j'ai jamais entendu parler que dans ces endroits-là, on considérait que c'est des métiers en tension parce qu'il y a tout le temps du monde. Alors pour ce qui concerne Amnesty International, sur cet article particulier,
enfin, il n'y a pas de positionnement pour ou contre la régularisation de manière générale, mais on a quand même émis un certain nombre de recommandations article par article. Et sur celui-là, ce que je vois, parce que moi je suis un simple militant sur Haguenau et je me fais un petit peu la voix d'Amnesty International ici, j'en suis ravi. Donc, en fait, de la même manière que Amnesty met toujours l'accent sur le fait que l'accès à l'asile doit être juste, simple, prévisible et transparent, c'est les mêmes recommandations. On veut que cet accès à la régularisation soit juste simple, prévisible et transparente. Et on a des raisons de crainte, ça a été évoqué, que ça ne soit pas le cas. Puisque ça va être fait préfecture par préfecture, ça risque de créer des différences d'une région à l'autre. Après, j'ai compris des listes qui sont différentes d'une région à l'autre. Et ce qui pose aussi question, c'est cette dépendance à l'employeur que tu évoquais, puisque voilà, il faut toujours qu'il soit en emploi pour pouvoir faire cette démarche. Donc, il y a une dépendance qui se crée. Voilà. Quand on limite ça aux métiers en tension, Amnesty considère que c'est injuste parce que ça subordonne, du coup, la dignité et les droits des individus sont subordonnés à cet élément en tension. Donc, si c'est plus en tension, tu perds tes droits, etc. Ça va pas du point de vue des droits humains. C'est pas pérenne. Et enfin, il y a une alerte, une vigilance particulière au niveau des femmes, en faveur des femmes. On voit un risque de discrimination directe ou indirecte dans l'accès aux démarches de régularisation. Parce que les femmes sont plus touchées par du travail précaire, en horaire décalé, etc., avec plein d'employeurs différents, et donc on a une crainte qu'il n'y ait pas le même accès. Vous avez l'air de confirmer. Voilà pour cet article en particulier. C'est compliqué de parler de cette vague de migration parce qu'en absence du moindre volet intégration ou insertion ou quoi que ce soit, enfin, l'immigration que non, c'est une loi de répression sur le droit d'accès à notre sol, ce qui est déjà un problème en soi. Je vais faire juste les 4 parties, dont celle sur laquelle porte la question, très rapidement. La partie 1, c'est la restriction des titres de séjour et de regroupement familial. Passe évidemment par des politiques de quotas. C'est l'état de texte sorti du Sénat, donc on est toutes et tous en tête de quoi on parle. La partie 2, il n'y en a que 4. La partie 2, c'est toutes les conditions d'accès à l'emploi. C'est ceux qui nous occupent. Donc avec obligation d'un niveau de langue, avec des tests de passage, des titres de travail Kleenex, qui ressemblent beaucoup à ce qui se faisait dans les années 20-30, en fait, où on prenait des gens qu'on gardait dans une situation précaire pour qu'ils soient dociles et qu'ils restent. Là où le bas blesse, c'est que là, en ce moment, il y a des milliers de personnes qui travaillent pour faire en sorte que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 puissent se dérouler à Paris et que force est de constater qu'un grand nombre d'entre eux, je ne peux pas dire majoritaire, mais des milliers d'entre eux sont des travailleurs sans papier et que c'est grâce à eux qu'on peut avoir des Jeux Olympiques et Paralympiques et qu'à chaque fois qu'on a demandé au gouvernement de les régulariser, on a rappelé que ce n'est pas normal que toute l'image de la France à l'international repose sur des gens qui sont précarisés, qui ne sont pas reconnus, qui travaillent pour nous sans rien recevoir. On a eu justement une forme de non-recevoir. Bref, ça c'était une parenthèse, mais ça répond un peu à la question. Et je vous donne les 2 autres parties pour qu'on ait vraiment tout en tête. La 3e partie, c'est la répression envers les étrangers en situation irrégulière. Je ne fais pas mon topo, vous comprenez à peu près de quoi il retourne. Et la partie 4, je crois que c'est un des trucs les plus graves, même si tout le reste est également, sont toutes les restrictions sur l'accès au logement et qui s'assortit de la réforme du contentieux du droit des étrangers. C'est-à-dire qu'on instaure une plateforme France Asile, vous savez, après France Travail, France Asile, donc un guichet unique,
Ce qui pourrait être très bien, ça va faciliter la vie des personnes qui arrivent sur notre sol, sauf que ça repose sur la dématérialisation, de plus en plus de procédures dématérialisées, donc on exclut beaucoup de gens, puisqu'elles sont en français, évidemment, et que par ailleurs, il y a des restrictions sur les juges. Normalement, il y a plusieurs juges pour pouvoir, quand on fait un recours, il y aura qu'un juge unique, ce sera territorialisé, et les conditions d'appel sont beaucoup plus complexes, ce qui fait que non seulement on restreint le droit d'accès, mais en plus on restreint les droits de recours pour arriver à démontrer que la façon de recevoir est illégitime. Vous voyez, c'est compliqué de dire loi immigration, loi de refus des étrangers, c'est peut-être un peu plus adapté au texte qui nous arrive à sortir du Sénat. Juste rapidement, un mot sur effectivement les visas, soi-disant le métier en tension. C'est d'un cynisme total, comme ça a été dit, une vision totalement utilitariste des personnes migrantes. Et c'est le cas déjà aujourd'hui, hein, dans le cadre de la circulaire Valls, le fait de se dire vous devez obtenir un certain nombre de documents de la part d'un employeur qui prouve que vous avez travaillé depuis telle période, autant de mois pour un employeur, pour pouvoir prétendre éventuellement accéder à un titre de séjour, à une régularisation de votre situation. C'est l'enfer sur Terre. Enfin, on demande à ce que des patrons, donc déjà vous êtes totalement lié à l'employeur qui veut bien faire cette démarche de vous donner un document officiel, un document à ton compte qui dit que vous avez travaillé illégalement chez moi pendant telle période. Et quand vous avez cumulé suffisamment de papiers d'un employeur qui dit que vous avez été asservi, vous avez travaillé illégalement pour moi pendant telle période, eh bien, éventuellement, vous pourrez espérer être régularisé. Mais c'est donc évidemment d'un cynisme total. C'est pour ça qu'il faut évidemment régulariser tous les travailleurs sans papier, créer des conditions que les personnes qui sont dans ce pays, qui y vivent, qui contribuent en plus par leur travail, eh bien, puissent vivre dans des conditions dignes et arrêter d'être constamment pourchassés et vivre dans cette angoisse permanente d'être attrapés. Et encore une fois, dans cette absurdité juridique, qui est le fait de dire obtenez des documents d'un patron qui, dans l'illégalité, vous fera travailler pour éventuellement devenir légal. Voilà, ouais. Moi, je voulais juste ajouter que du coup, cette loi générale que tu as citée avec les articles, elle va juste renforcer la politique de non-accueil en France. Et nous, on voit déjà un peu les dégâts de cette politique de non-accueil à Calais, où en fait, toutes les personnes, elles font face à des murs parcours d'exil. En fait, l'Angleterre devient finalement pour beaucoup de personnes le dernier choix. C'est même pas, c'est le dernier recours. Et en fait, elles ont très peu d'accès aux soins de santé, voire quasiment pas. Elles sont pas informées sur leurs droits. Elles sont victimes de violences policières. On parle souvent de Calais et la frontière, mais le littoral nord, on le désigne comme le laboratoire des violences policières en France. Et en fait, cette loi, elle fait un peu écho à ce qui se passe déjà dans le nord. Et c'est très, très alarmant comme situation. Non. Oui. Je peux. Vas-y. Oui, alors quand ils ont parlé de notre intention il y a quelques temps, j'ai été un peu curieux parce que je connais beaucoup de gens qui habitent à Lanzo, sont tous d'origine étrangère. Ceux qui travaillent, ce sont des gens qui ont des métiers, soudeurs, carrossiers, mécaniciens, tous ces métiers manuels en grande quantité. Je tombe sur Internet, je tape les métiers en tension. J'étais stupéfait. 80% des métiers manuels sont en tension. Alors je me suis dit, tiens, mais c'est une esbrouffe, parce que dans ce sens-là, au lieu de régulariser les gens sans grande formalité, c'est-à-dire, bon, à tel âge, je régularise, voilà. Ben non, on crée le métier en tension pour régulariser toutes ces personnes qui vont de toute façon travailler parce que les métiers sont à 80% en tension, mais ils auront un statut de travailleur de métier en tension. Ce qui fait que le patron qui dit « Ah ben non, mais celui-là, il ne va pas, je le vire », ben, il perd son statut de métier en tension parce qu'il n'a plus de travail. Du coup, il ne va même pas au chômage, il est viré. C'est une esbrouffe maximum, quoi. Enfin, ben, bien sûr. Peut-être.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des patrons, et j'en connais, qui étaient prêts à embaucher des gens parce qu'ils n'ont personne, et qui disent si je ne peux pas l'embaucher, moi je réduis mon activité. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre, et je parle notamment des jeunes qui ont une formation, qui ont un CAP, et qui ont fait un stage pendant leur formation chez un patron. Et le patron, on les a trouvés complètement satisfaisants. C'est des gamins qui font bien leur boulot, courageux, etc. Et le patron dit, ben moi, comme ils font souvent quand un jeune fait un stage quelque part, quel que soit son niveau de formation, soit pour ingénieur ou n'importe, le stage qu'il fait, le patron lui dit, ben oui, c'est une manière de tester sa compétence et ses capacités. Le patron dit, je le prends. Et donc, le gamin vient en disant, ben voilà, le patron, il est prêt à me signer un contrat, il n'y a pas de souci. Et j'ai travaillé, etc. Et le patron, devant les démarches à effectuer, dit, bon, je laisse tomber, tant pis, je réduis mon activité. C'est quand même grave, parce que le type, il a des contrats, il a des chantiers, et renonce à développer son entreprise parce qu'il ne trouve personne, alors qu'il y a des gens sous leur main. Et à des tarifs tout à fait professionnels, quoi. Ça ne pose pas de problème. Et quand il téléphone, on sait pas quoi dire. Ah oui, je vais encore juste rajouter les gens qui travaillent, qui travaillent, qui payent des impôts dans le centre, avec des CESU. Donc les personnes à domicile qui sont indispensables pour l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, enfin tout ce qu'on veut, qui depuis des années travaillent, payent des impôts, cotisent sécurité sociale et à la retraite. Merci. Et puis, ils peuvent justifier de fiches de salaire et d'impôts. Et même eux, on leur refuse. C'est quand même. C'est kafkaïen. Oui, tout à fait. Non, mais moi aussi, je parle beaucoup. Mais en même temps, vous êtes dans le législatif, du coup, c'est plutôt pas mal. J'en profite pour parler parce qu'en fait, on a le texte de loi qui arrive le 27 en commission, la loi toute asile et immigration. Et il y a fort à parler, vous avez une procédure particulière qui limite notre temps de parole pour accélérer, entre guillemets, la mise en œuvre du texte et donc couper le plus possible. Par un cas, c'est tout à fait habituel, enfin, c'est tout à fait légal de recourir à cette procédure Temps limité. Temps limité parlementaire. Et ça veut dire qu'on a un temps de parole pour prorata, donc on décrit comme un dialogue de fait l'intégralité de la loi. On ne peut plus rebondir sur les textes, sur les interventions des autres parce que le temps est limité. Et donc, de fait, il n'y a plus de débat démocratique. On le sent, on a déjà vu ça sur la loi énergie et la loi nucléaire, la loi énergie. Donc, on sait que c'est impossible de travailler dans ces conditions-là. C'est pour ça que je m'excuse. C'est très juste l'exemple du bâtiment, mais là, les gens sont en train de monter au créneau, puisque le bâtiment, ça n'a pas marché. Moi, je sais, j'ai déposé des amendements dessus pour la régularisation. On n'a rien eu, on a signé ensemble une tribune qui a été faite par un de mes collègues, qui est député de Nantes, pour dire qu'en fait, il fallait régulariser tous les travailleurs sans papier, etc. Il était là en idée, je crois. Il y a maintenant qui montent au créneau les restaurateurs. Parce qu'en fait, ce sont des métiers comme le métier du patricien, qui sont des métiers qui demandent une qualification, sur lesquels on n'a pas assez de monde. Et là, c'est les très grands restaurateurs qui montent au créneau. De façon surprenante, vous verrez un très beau dossier dans le journal Le Point, avec Thierry Marx, je crois, et d'autres grands restaurateurs qui expliquent que leur équipe, en fait, elle s'est composée de personnes qui n'avaient pas de papier au moment où ils les embauchaient, et ils sont heureux à en avoir parce que c'est des gens qui travaillent très bien et qui veulent les garder et que ça se passe bien, que leur équipe sont très mixtes. Ces gens-là ont tout très bien. Et alors là où c'est un peu étonnant aussi, on se dit que vraiment le gouvernement, ou en tout cas Gérald Darmanin, cède, et il ne faut pas trop pousser aussi à l'extrême droite vraiment très rapidement, c'est que même le MEDEF n'est pas vraiment pour qu'il n'y ait aucune régularisation de son papier. Ça fait
toujours un peu bizarre quand on se retrouve avec presque des points d'accord avec le MEDEF, mais est-ce que c'est une réalité? En France, aujourd'hui, combien d'entreprises travaillent avec des sans-papiers et aimeraient faire régulariser? Moi, je reçois plein des demandes de patrons qui me demandent de plaider la cause de leurs employés auprès de la préfecture pour qu'ils ne soient pas renvoyés. Enfin, toi, tu en reprends. Dans nos permanences, ça arrive tout le temps. Et donc, c'est que c'est une réalité, c'est qu'on a besoin de ces personnes, et on a besoin de personnes en France en général, parce que l'histoire de la France s'est construite sur l'immigration. Moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu les vagues d'immigration polonaise et espagnole, par exemple. Je pense qu'on est beaucoup dans cette salle à être issus de cette immigration. La seule différence, c'est que moi, ma tête, elle est toute blanche, donc je ne passe pas son temps à me rappeler d'où je viens. Sauf que ma mère, quand elle était petite, tout le monde savait quelle était son origine, parce qu'on était capable de voir qu'une polonaise, elle avait telle tête. Donc il y a toujours eu ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a fait la France d'aujourd'hui, ce qui constitue les Français qu'on est aujourd'hui, devient soudainement un problème? Et encore une fois, vraiment, ces contrats Cunex, ils rappellent terriblement ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents et nos grands-parents dans les années 20, en venant travailler en France en étant de la main-d'œuvre jetable. On l'a fait, on sait que ce n'est pas humain, on sait que ça ne fonctionne pas, et pourtant, on réitère toujours et toujours les choses qui, par le passé, ont démontré qu'elles ne pouvaient pas fonctionner d'un point de vue humain, mais même si on veut tirer le fil du MEDEF d'un point de vue économique. Donc oui, mais il faudrait que ces gens-là, ces patrons-là, s'expriment un peu plus fortement que les 4 personnes qui se sont exprimées dans le point, ceux qui viennent nous parler de leur difficulté à pouvoir conserver leurs salariés. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'omerta sur ces travailleurs. Pour toutes les raisons que mettait en avant Emmanuel, et que s'ils continuent l'omerta, ben, ils ne font pas. Donc, ils aient le courage de dire nous travaillons avec des travailleurs sans papier et nous demandons leur régularisation parce qu'on veut continuer à travailler avec ces gens dans le cadre du droit du travail et à des salaires. Pourquoi on dit qu'on avait des alliés. Donc, je crois avoir la réponse, mais pourquoi certains patrons s'engagent ouvertement pour leurs salariés et d'autres, peut-être une marge de looking, se taisent et qu'ils en profitent? Dans certains cas, oui. Certains, on pourrait. On va éviter les désertions de capeurs. Je reste cette question-là. La réponse est tout sauf simple. C'est l'intégration par le travail et l'accueil au rôle économique. Hein, on a pu en face de nous des personnes, des êtres humains, on a des opérateurs économiques, on a des numéros qu'on va faire travailler ou pas, et quand on va les faire travailler, éventuellement, s'ils rentrent dans la bonne case avec les bonnes conditions et qu'on veut bien, on leur donne un papier. Donc ça, c'est un des premiers volets de la loi immigration et de comment est vécue l'immigration. Donc il y avait 4 volets, on ne va pas tous les faire parce que sinon, je crois qu'on ne rentrera tous très déprimés chez nous. Mais il y en a un deuxième qui est le volet sécurité, expulsion facilitée, un peu chasse aux migrants. Ça a été abordé aussi, alors ça a été abordé de 2 façons cet après-midi. Une qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est les conditions de certaines personnes, et dont ici pas, mais pour franchir les Alpes et pas dans la neige. Voilà, jusqu'à la taille. Donc c'est quand même échappé à la police. Mais c'est tout aussi criant à Calais, voire, c'est pareil, on est à des années-lumière de s'imaginer en fait ce qui s'y passe. Et donc moi la question que j'ai envie de vous poser là, c'est d'un point de vue des droits humains, d'un point de vue de ce qui se fait déjà, si un texte pareil passe, c'est quoi l'étape d'après? On va aller jusqu'où? On va généraliser la politique zéro fois de fixation partout sur tout le territoire? Enfin, jusqu'où ça va aller? À votre avis. Oui, je pense que tu as raison de citer les droits humains, parce que l'accueil digne, les conditions d'accueil digne pour les personnes en migration, réfugiées ou déplacées, c'est pas juste une option, c'est pas juste un choix politique, c'est pas encore moins évidemment un levier de communication politique comme c'est le cas aujourd'hui pour une partie du spectre de l'hémicycle auquel on appartient, encore une fois, pas notre partie à nous. C'est juste les droits de l'homme. Enfin,
la France, moi, il se trouve que je suis donc député de Strasbourg, mais je suis aussi membre de la délégation française dans le cadre de notre mandat de parlementaire. On est invité à prendre part à des délégations dans d'autres institutions. En l'occurrence, je suis membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et plus précisément, je suis membre de la commission des migrations des personnes déplacées et réfugiées dans le cadre de cette institution qui est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est l'institution qui est chargée de veiller au respect des droits humains, des libertés fondamentales, de l'état de droit et de la démocratie dans les 46 États membres. Les 47 États membres, il y en a 46 depuis que la Russie en a été exclue après, évidemment, la guerre d'agression en Ukraine. Et donc, dans les 46 États membres, eh bien, le respect des droits humains, c'est pas juste une option ou un choix politique ou une possibilité offerte, c'est une obligation. On est signataire de conventions, on est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 1er, garantit les droits de l'homme dans l'ensemble. À l'article 2, elle garantit le droit à la vie. C'est tout bête, mais tout simplement le droit pour toute personne qui évolue dans l'un des 46 États membres, peut revendiquer un droit à la vie. Il y a le droit à l'article 5 à la liberté et à la sûreté pour n'importe qui, n'importe quand à l'intérieur des 46 États membres. Il y a à l'article 14 l'interdiction des discriminations. Donc, pourquoi je dis tout ça? Calais a été évoqué, je sais que Utopia s'installe ici. Moi, j'ai initié parce que l'idée qu'on a, Sandra et moi, de nos mandats, mais l'ensemble de nos collègues de la NUPES voient les choses de la même manière, c'est de se rendre utile. Et dans cette institution, il ne s'agit pas simplement d'aller à des réunions et puis de lire des rapports et puis de signer des tribunes, etc. Moi, on souhaite se rendre utile, donc j'ai organisé avec la commission de migration des personnes déplacées et réfugiées une délégation qui s'est rendue à Calais fin octobre, 24 octobre. On s'est rendu à Calais pour rencontrer des associations, dont Utopia et d'autres, rencontrer aussi les institutions locales. Le préfet, c'était absolument terrible, la situation que vous avez décrite, enfin en tout cas les objectifs qui sont fixés à la préfecture. C'est-à-dire, vous avez expliqué que Calais n'est pas un endroit de destination, Calais c'est un point de sortie. Les personnes migrantes qui se retrouvent à Calais ne souhaitent pas être à Calais, elles souhaitent traverser, elles souhaitent passer. Et en l'occurrence, donc, le rôle, notamment suite aux accords du Touquet, eh bien, le rôle qui est assigné à la préfecture, c'est de faire en sorte que les personnes ne puissent pas traverser. Et également que les personnes ne restent pas à Calais. Donc, en fait, l'État organise le fait que les personnes migrantes disparaissent. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas. Il faut qu'elles n'existent pas. Il faut qu'elles ne soient pas là. Il faut qu'elles ne traversent pas. Il faut qu'elles soient invisibilisées. On les pourchasse. La côte est de plus en plus verrouillée. Je ne peux pas refaire. Vous avez eu je ne vais pas refaire Calais. Mais simplement pour vous dire que dans nos mandats, on a aussi cette possibilité d'essayer de se rendre concrètement utile et de tirer tous les leviers possibles. Ici, dont je parle, c'est le Conseil de l'Europe. Donc, cette délégation de députés de différents pays, dont moi, mais d'autres, qui se sont rendus à Calais. On va aussi se rendre à Lampedusa pour aller constater les conditions d'accueil à un point d'entrée dans les pays, dans les 46 États membres. Et ensuite, des rapports qui seront médiatisés, on va faire en sorte qu'il y ait du bruit autour de ça, parce qu'il faut que la France, comme membre du Conseil de l'Europe, institution qui garantit l'application des droits humains, eh bien, réponde du fait qu'elle ne les applique pas, et même réponde du fait qu'elle va contribuer à les dégrader, à en dégrader l'application avec la loi qui s'apprête à être votée, et pour laquelle on va faire le maximum pour l'amender, et faire en sorte qu'elle soit le moins de Nous, alors je ne sais pas, ceux qui nous ont acheté des livres, ils ont vu à l'intérieur qu'on mettait une gravure et c'est « Elles migrent, elles squattent, elles avancent le printemps ». Et pour nous, il y a un vrai truc là-dedans, c'est-à-dire que c'est clair que c'est la galère. Enfin, on est tous écrasés on pourrait se vraiment effondrer quand on voit ce qui se passe en immigration, par rapport à l'immigration dans la loi. Mais pour moi, il y a vraiment un truc, en tout cas quand j'ai fait l'expérience, c'est que
Je crois que en fait, c'est vrai que les personnes exilées, elles annoncent le printemps. Alors peut-être, on est dans un long automne, qu'il va pleuvoir encore un peu. Mais il y a une enfin, en tout cas, moi, il y a vraiment un truc où je me dis qu'à un moment, peut-être que ça marchera et qu'il y a vraiment des gens qui se rendront compte enfin, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on gagne avec les exilés, avec le fait d'accueillir les exilés. Moi, en tout cas, personnellement, je sais que ma vie, elle est vachement plus chouette et plus intense aussi un peu, depuis que je passe du temps avec des personnes exilées. Et je crois que, en tout cas, moi, j'ai envie de continuer à être là-dedans et me dire que bon, cette loi immigration, elle va peut-être passer, peut-être que le Front National va passer, ça va être horrible, mais en fait, on retrouvera en nous des manières de se renouveler et de trouver collectivement à pouvoir vivre. Du coup, je suis hyper optimiste. Voilà. En tout cas, j'essaie. Bravo. Moi, je vais poser du coup, toujours sur la politique de sécurité. Tout à l'heure, avec le collectif, vous disiez que la gestion du point, je sais pas, la zone frontalière de Briançon, c'est ça? Ouais, Ça s'appelle on parle de zone tampon, c'est 10 km avant et après. Alors, je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais en tout cas, c'est le nom. C'est comme un plan supplémentaire d'emploi, c'est une zone tampon. Ouais, mais c'est pas un tampon en ligne de gravure, parce que les tampons en ligne de gravure, on aime très fort. La gestion de la seule zone tampon de Briançon, c'est ça, de Briançon, c'est 60 millions d'euros. Donc c'est 10% de ce que coûte l'AME pour faire par ailleurs, voilà. Donc des zones tampons, il n'y a pas de Briançon, il en suffit de 10. Et je pense que Calais, c'est un point de sortie, d'accord, c'est pas une zone tampon. Mais ça doit coûter bien plus cher que Briançon. Alors la question c'est, est-ce que tout ça, ça coûte pas un pognon de dingue pour que dalle? Voilà. Bon, mais maintenant je m'enfuis vite. Si, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, c'est vraiment au du temps les sommes qui sont allouées à la sécurisation, militarisation de la frontière et de la militarisation de la frontière. Là, je ne les ai pas en tête, mais c'est plus de. Je crois que le dernier accord, c'était 200 millions et c'est l'Angleterre qui donne de l'argent. Ouais, ça, c'était décembre 2022, donc c'est pour l'année 2022-2023. Et c'est ça depuis des années, depuis les accords du Touquet, même avant, depuis le protocole de Sangatte. Le but, c'est d'empêcher l'arrivée des personnes en Angleterre et en France, d'empêcher les personnes de rester à la frontière. Et du coup, la politique de zéro point de citation. Et sur tout cet argent qui est donné, histoire de dire que ce n'est pas que de la répression, ils allouent 15% de tout cet argent à un soi-disant socle humanitaire qui est dérisoire du coup et qui n'est jamais appliqué. Donc on met beaucoup d'argent dans la militarisation, dans la chasse aux personnes, en fait. Hein. Bon, ils peuvent jouer aux gendarmes et aux migrants, ça les amuse. Alors, ça ne marche pas. On constate que ça ne marche pas. Voilà, ça place les gens dans des situations complètement invraisemblables et kafkaïennes. Et de l'autre côté, on a un dispositif qui fonctionne, qui nous protège tous, en plus de protéger les autres, qui coûte moins cher que ça. Donc, moi, est-ce qu'il y a une étude d'impact qui accompagne cette proposition et qui va chiffrer combien ça va coûter, cette surenchère-là de sécurité et de bêtises? Puisqu'ils aiment l'argent, c'est peut-être un argument qu'ils entendront. Alors, non, justement, c'est là où le bas blesse, c'est que comme beaucoup de lois de gendarmerie par ailleurs, elles ne reposent pas sur une étude d'impact, elles ne s'appuient pas sur les 29 précédentes, enfin sur l'étude des effets des 29 précédentes lois sur l'immigration qu'il y a eu ces 30 ou 40 dernières années, elle ne fait pas la prospective de ce que ça va générer. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Parce que là, on a dit combien ça coûtait, grosso modo, les zones tampons, les centres de rétention générale, genre Calais ou d'autres. Mais il faut rajouter à ça les milliards qu'on donne chaque année à la Turquie, à la Libye, rajouter encore Frontex. La somme, elle est bien plus colossale et avec des effets sur les personnes encore pire. Enfin, la Libye, je pense que vous en avez parlé dans le cadre de la journée, le traitement qui est infligé aux personnes. Là, il y a un jeu de chat et de la souris avec les migrants qui est orchestré. C'est ce que disent les humanitaires qui sont sur place. Orchestré parce que ça permet un racket supplémentaire, parce que les femmes, ça peut avoir une valeur autre sur les marchés. Il ne faut jamais oublier dans ces questions-là que les femmes prennent la double peine dans le cadre de l'immigration. Ouais, ça
ça coûte beaucoup plus cher. Sauf que dans le dialogue public aujourd'hui, alors moi je reste optimiste sur le fait qu'il y ait des prises en compte, un changement, un autre regard qui va arriver à un autre moment, mais c'est parce que je reste persuadée que dans les périodes où s'affrontent le clair et l'obscur, le devoir, c'est de faire basculer du bon côté. C'est d'ailleurs ça la citation exacte. Mais qu'on a un problème dans le débat public, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu le combat, non pas culturel, mais celui des mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que ça coûte cher d'accueillir des migrants, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en oubliant la deuxième phrase la deuxième partie de la phrase de l'avocat, c'était mais elle doit prendre tout ça. Voilà. Et donc, on a vraiment perdu la bataille des mots. Et je ne crois pas qu'on a perdu la bataille culturelle. C'est pour ça que je ne suis pas totalement pessimiste malgré tout. Mais si on a perdu la bataille des mots, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à parler autrement pour reprendre le pas, pour remettre de l'humanité dans les discours, pour refaire prendre conscience. Et comme disait Manu, nous, ce qu'on veut, c'est servir à quelque chose. Donc si pour y arriver, on doit aller convaincre tous les patrons de la région qui ont des robes théocrino ou aller discuter avec les représentants du MEDEF, bon, ben, pourquoi pas, mais en tout cas, on a une question collectivement à se poser sur comment est-ce qu'on renverse cette bascule où le fauteur et le bienfaiteur et le bienfaiteur devient le fauteur. Parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est. Alors, ce renversement syntaxique, il est très macroniste, je ne sais pas comment dire, parce que c'est vraiment ce qu'il a opéré sur tout, c'est-à-dire que le milliardaire, c'est celui qui est possible. Enfin, l'assisté, c'est celui qui est pauvre, alors que le milliardaire multi-héritier, c'est celui qui fait bénéficier à la société. Dans la réalité, c'est celui qui travaille et qui apporte, et celui qui hérite et qui met sa fortune en Suisse, donc défiscalise, qui coûte à la société. Et donc, il y a un renversement de la charge des valeurs qui a été opérée. Et je crois vraiment qu'on a un gros travail à faire collectivement, les assos, les citoyens, les citoyens, les partis politiques, les syndicats, enfin, toutes les personnes qui ont en tout cas à cœur que les choses changent. Il y a un gros travail qu'on doit faire là-dessus, parce qu'on doit reprendre les mots, on doit être en capacité de retourner ça. Je pense que vous pouvez avoir des discussions, je sais pas, avec la famille, avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont sincères dans leur peur. Parce que les fins de mois sont difficiles, parce qu'il faut trouver un bouc émissaire. Quand vous ne voulez pas expliquer vos politiques, quand vous voulez vraiment faire n'importe quoi et cacher les choses, trouvez un bouc émissaire, jetez-le en pâture à la population. Ça occupe tout le monde. On est au moment où il y a un bouc émissaire qui a été tas de bouc émissaires qui ont été jetés en pâture à la population. Je crois que notre travail, c'est d'arriver à retrouver ça. Après, je ne sais pas encore comment. J'ai lancé quelques pistes, je pense qu'elles sont bien meilleures par rapport au travail, mais je crois que si on veut des temps, c'est ça. Ouais. Cette vision de masse, de flux de migrants, et on travaillait et on travaille toujours à ce que les gens soient considérés comme des personnes, des individus. Et de manière générale, Amnesty investit beaucoup dans ce qu'on appelle l'éducation aux droits humains. C'est-à-dire concrètement, on va de plus en plus dans les écoles aussi pour faire prendre conscience de toutes ces problématiques et pour, entre guillemets, voilà, donner une connaissance des droits humains dans leur ensemble. Mais puisque là, il y a beaucoup de questions de droits humains, c'est un très bon exemple. Et juste un mot sur la Libye. Ça, c'est vraiment un des sujets qui concerne Amnesty aussi, parce que ce qui se passe là-bas, c'est absolument terrible. Et il faut vraiment que les gens sachent que on sous-traite à des États totalement affreux les questions migratoires. Ça c'est quelque chose qui doit vraiment être connu mieux du grand public. Alors, on s'y emploie notre modeste mesure. Mais je voudrais quand même pousser un cri d'alarme
pour nous, associations, vous les élus, parce que je ne sais pas si vous êtes conscient sensible certainement, mais de savoir les attaques dont on fait part. La CIMAD en particulier, elle est citée dans un article de Bargan, que j'ai là sous les yeux, dans la poche. On est cité nommément pour dire qu'on est complice d'assassins. Suite au soutien qu'on a eu, la CIMAD, qui n'était pas seule, la CIMAD est particulièrement visée, en tant que chef de file, peut-être, je ne sais pas, du jeune homme qui a assassiné le prof, et que dans la famille avait été soutenu, entre autres, par la CIMAD, parce que c'est un gamin qui est venu modèle de la voie, il est bien présent, etc., etc. Or, on est la cible, on est complice d'assassinat, on est complice on détourne de l'argent. On détourne de l'argent, on fait des bénéfices, on est censé être des gens hyper compétents en matière de droit. Moi, je suis bénévole, je suis très peu fait de droit dans la formation, etc., etc. Donc, on est attaqué de manière extrêmement virulente et diffamatoire. On a réagi, bien entendu, au niveau national. Moi, j'attends de vous quand même du soutien de ces associations, parce que sans ces associations, qui sont des contre-pouvoirs, des vrais contre-pouvoirs, il y a des petites assos, mais nous qui sommes grosses associations, enfin, on a une légitimité, on était là avec tout le monde, ceux qui ont fondé la CIMAD, c'est eux qui ont accompagné quand les Alsaciens lorrains ont été déplacés, ont soutenu, on était présents dans... Bon, parce que je me souviens d'eux, on était présents dans les centres, pas les centres de rétention, mais aller visiter les centres au sud, près de Argelès, c'est à côté d'Argelès, les centres qui ont accueilli des harkis, qui ont accueilli tous les good people, etc., etc. Mais on est en train de déterrer des cadavres, des squelettes d'enfants harkis qui sont morts dans les camps, etc., etc. Donc ça, il faut le rappeler aussi aux gens. Il faut leur dire, ça suffit maintenant. Moi, nous on crève de ça. C'est tout juste si on n'est pas montré du doigt comme des acteurs maléfiques. Et ça, c'est absolument insupportable en dehors de toute politique. Alors on met en avant les partis, bien. Mais nous, associations, qui sommes des vrais contre-pouvoirs, sans nous, il ne se passe rien. S'il y a des gens qui ne se mobilisent pas, partout, hein, je veux dire, on est là pour ça. Mais faites-le savoir. J'ajouterais juste un truc. Sur la page Facebook où j'ai mis un petit truc pour les migrants, vous avez été une personne qui a des qualités rédactionnelles, puisque d'après, comme elle a écrit ce commentaire, vous êtes traité d'officine. Vous êtes l'officine. Vous le dites. Faites pression sur l'État. J'ai supprimé son commentaire, je ne suis pas supporté. Je veux juste préciser que pour nous, la CIMAD, c'est un problème beaucoup plus large. C'est de liberté associative, parce qu'on n'est pas les premières, on ne va pas être les dernières non plus. Il y a eu récemment la Ligue des droits de l'homme et les soulèvements de la terre. Et c'est sûr que dès qu'on critique le gouvernement et ce qui se passe, d'un coup, on parle de subventions publiques, on parle... Et c'est un vrai problème. Et surtout, dans une démocratie, tout le pouvoir critiquer le gouvernement. Oui. J'allais dire là pour les associations qui ne bénéficient pas de subventions publiques, je suis des expressions, je pense que c'est le cas du Total 56, où on est régulièrement menacé et il y a eu un article de la loi séparatisme qui sous-entend que bientôt les associations vont être obligées de signer un contrat républicain. Ah oui, Mais du coup, c'est pour les associations qui ont les subventions, mais ça menace de s'étendre pour celles qui n'en ont pas. Et dans ces cas-là, c'est très dramatique parce que certaines associations font le choix de ne pas prendre de subventions pour pouvoir agir dans les discours qui sont portés, de ne pas avoir de menaces, etc. Et bientôt, ça sera sûrement aussi plus possible. Je pense qu'il y a deux causes, deux contextes qui reflètent ce qui est dit là. Il y a ce que disait Sandra tout à l'heure, qui est
l'aspect orwellien du contexte, le retournement des mots, le retournement du sens de ce qu'on dit. Et aujourd'hui, c'est effectivement, vous, les associations, absolument primordiales, et les ONG, absolument primordiales, centrales, cruciales pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. Ici, c'est les personnes exilées, mais les personnes qui ne peuvent pas se nourrir suffisamment et dont on sait qu'il y en a de plus en plus aussi dans le pays, qui ne, pour le coup, ne sont pas que les personnes exilées, réfugiées ou déplacées. Un Français sur deux aujourd'hui dit devoir sauter occasionnellement ou régulièrement un repas pour des raisons de coût. Un Français sur deux. Quand on sait que depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes sont passées de 500 milliards dans le pays à 1000 milliards aujourd'hui, un doublé. Donc ça, effectivement, il y a un retournement de l'usage des mots, du sens même des mots, qui font que les bateaux qui vont secourir des personnes en Méditerranée qui sont sur le point de se noyer, sont accusés d'être des complices des passeurs, et donc sont accusés d'être celles et ceux qui sèment le malheur et qui poussent les gens à vouloir essayer de traverser, etc. Donc bien sûr, tout ça, c'est des discours qu'on refuse, contre lesquels on se dresse, et on est là aussi pour vous apporter notre soutien. La manière dont on travaille avec Sandra et l'ensemble de nos collègues, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'est avant tout avec vous, parce que à chaque projet de loi qu'on examine, dont on prépare l'examen et sur lequel on travaille, c'est des dizaines et des centaines d'auditions qui sont faites avec les associations, avec les ONG, pour savoir comment on aborde les textes. Ça a été le cas aussi, c'est le cas pour le texte Asile et Immigration. Je n'ai pas envie de dire Asile et Immigration pour ce texte, je n'ai pas ce texte sur de stigmatisation et de discrimination. C'est des centaines d'ONG qui sont, et vous avez été aussi reçus en audition évidemment par notre groupe parlementaire et la CIMAD et l'ensemble des intervenants du secteur social, du secteur associatif évidemment. La deuxième chose qui est aussi décrite là, c'est le contexte de poussée de l'autoritarisme. Donc il y a cette difficulté à utiliser les mots, on se fait voler les mots pour décrire les faits et la réalité, et donc il y a une forme de réalité alternative qui cherche à s'imposer, et cet autoritarisme du Parlement qui organise tout ça et qui enserre tout ça de plus en plus d'une main de fer, oui, il est effectivement critique. Et pour revenir un petit peu aussi sur de l'optimisme, on a vu quand même tout récemment, là, cette semaine, que le Conseil d'État a rejeté, repoussé, a arrêté la dissolution des soulèvements de la terre. Donc, voilà, on doit s'accrocher aussi au fait qu'existe encore dans ce pays un État de droit, même s'il est menacé, l'État de droit, et je reviens très rapidement sur le Conseil de l'Europe et je passe la parole, mais la France est suivie pour le non-respect, suivi directement par le Conseil de l'Europe pour le non-respect des critères minimums, des standards minimums d'un État de droit, et notamment la liberté associative. Et le Conseil de l'Europe a récemment, dans un rapport, tapé sur les doigts de la France pour qu'il y ait de la liberté associative et du droit de réunion pacifique. Donc voilà, c'est des sujets évidemment qui nous tiennent à cœur, mais encore une fois, souligner ici l'aspect absolument essentiel et nécessaire du travail des associations et remercier tous les militantes, toutes les militantes et tous les militants et tous les bénévoles qui sont dans ces associations et sans qui le pays ne tiendrait plus debout. Non, mais pareil, juste là, on est quand même dans une étape pour aller dans le sens de ce que tu disais, Manu, où c'est la justice qui permet au droit d'être respecté. Alors ça va de soi, mais ça veut dire qu'il a été bafoué dans un premier temps, et là on a deux victoires cette semaine, une troisième qui devrait arriver à Poitiers. En tout cas, on croise les doigts sur des subventions à des associations. Je crois qu'elle est tombée, je ne suis pas sûre, mais bref, on en est à ce stade-là. Donc, évidemment, la CIMAD a été visitée plusieurs fois, on a fait des courriers de soutien ou d'autres choses. Parfois, notre soutien, il peut être... je ne sais pas comment le dire diplomatiquement, il peut empirer les choses. Parce que je vous rappelle que nous, on est des éco-terroristes islamo-gauchistes, et développer des islamo-gauchistes, je ne sais pas quoi sur le deuxième truc. Donc, il y a des fois, notre soutien, il permet de relancer la machine à réécrire la réalité. Mais on le fait quand même, parce qu'on trouve ça juste. Et je m'étais marqué un truc sur les contrats républicains, mais comme j'ai marqué que contrats républicains,
je me souviens plus. Mais je sais qu'il y a eu une affaire d'une association qui a pignon sur rue, qui a été devait remplir le cadre des trains républicains et qui n'y arrivait pas, et ça fait une petite jurisprudence, c'est juste que ça peut servir assez pour les vies. Moi, je propose qu'on prenne encore une ou deux questions si vous en avez envie. Ou pas. Il est tard. Il a commencé à 15h. Oui. Comme le maire de Bagarre, c'est son argent, est-ce qu'on a des chiffres sur combien ramène le travail des gens sans papier? Alors, je ne crois pas sur les sans-papiers, parce que par définition, c'est difficile à quantifier, puisque le CNC ne peut pas être légal. En revanche, il y a des études de 2003, je vous ai dit tout à l'heure 2008, c'est peut-être 2003 ou 2005, je vais peut-être essayer de me rajeunir en concert plus près, mais qui permet de quantifier l'apport financier de l'immigration sur des choses toutes bêtes. TVA, impôts locaux, c'était bien avant que Emmanuel Macron supprime la taxe d'habitation, et par le travail, et parce qu'on vit, quoi, tout simplement. Donc voilà, d'un point de vue strictement financier, économique plutôt, il y a ces chiffres-là, et je ne sais pas si elle a été mise à jour depuis. Elle avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, parce qu'elle battait vraiment en brèche toutes les idées reçues, tous les discours de haine sur l'immigration. Et donc, elle est très peu mise en avant parce qu'ils ont pris un peu cher les chercheurs en question, mais c'est une vraie grosse étude, tout ce qu'il y a de plus scientifique, menée par des économistes qui n'avaient pas de parti pris. Ils ont traité des chiffres. Donc ça existe. Je dois pouvoir retrouver ça dans mes archives, mais comme Internet n'oublie pas, elle va toujours être accessible. Ça peut se commander une étude comme ça? Oui et non, ça c'est un laboratoire de l'université qui en avait fait son sujet d'étude. Les gens peuvent pousser à ce qu'il y ait ce genre d'études qui les gens. Alors, nous, en tant que politique, si on fait de l'ingérence dans le secteur universitaire, ce serait assez malvenu, je le condamnerais chez d'autres et je me l'interdirais moi-même. On peut faire des demandes de rapport. Oui, nous, on peut faire des demandes de rapport. Mais un rapport, les parlementaires peuvent Ça- commander des rapports quand on leur ordonne l'autorisation et sous certaines conditions, parce que c'est pas si simple. Mais un rapport parlementaire, c'est pas une étude scientifique. Oui, oui. C'est pas pareil. Voilà. C'est cherché. Alors moi j'avais vu un truc, je ne sais pas si c'est sur Mediapart ou quelqu'un d'autre. Si on prend le budget de l'État proprement dit, on prend la partie allouée à l'arrivée des migrants, leur travail et leur régularisation à la sortie, on part sur un déficit, sur un chiffre 1, on n'aurait pas un déficit de 0,8 ou 0,9. Quand la personne est intégrée, enfin, toutes ces personnes, on arrive à un chiffre positif de 1,2, 1,3. Ça, c'est pour le budget de l'État qui alloué à l'immigration. Jusqu'à aujourd'hui, enfin, un an ou deux, non, ça a changé. Mais ça, c'est au bout de 3 ans. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, le budget de l'État est positif sur cette branche-là. Ce que je l'avais vu. Si ça vous intéresse, en tout cas, je ne sais pas si cette étude-là, mais l'économiste s'appelle François Héron, il y a beaucoup de chiffres sur le budget de l'immigration. Il y a une autre chose qui est dit, c'est qu'en fait, comme les personnes elles arrivent aussi à l'âge adulte, jeune adulte, tout ce qui est coûteux, c'est l'éducation et la défense qui a été auparavant. Et du coup, tout ça, en fait, c'est au pays parce que les personnes elles arrivent plus tard, elles arrivent plutôt en général en bonne santé parce qu'elles sont jeunes et du coup une capacité de travail qui est plus... Ça y est, on a les discours du MEDEF, c'est bon. et du coup, c'est ça qui fait que ça coûte... en tout cas, que ça peut rapporter. Et d'autant plus, il y a beaucoup d'argent. Les personnes on voit beaucoup qu'il y a des flux. En tout cas, le flux d'argent qui est renvoyé dans le pays d'origine, il est
très important que l'argent qu'on envoie, que les États donnent au pays. Et par contre, cet argent-là, il arrive directement dans la poche de la population et pas dans la poche des dirigeants. Et tout, ça permet aussi de développer les pays au niveau et si je voulais rajouter un truc sur la santé qui est après tout à fait à voir, mais aussi dans l'idée que en fait, les personnes arrivent plutôt en bonne santé, ce qui dégrade la santé des personnes, c'est les situations de précarité dans lesquelles on les met. Et ça, les études elles l'ont aussi montré qu'en fait, la santé se dégrade au fur et à mesure du fait des traumatismes qu'on a vécu. Ça a été aussi montré dans une étude, ça fait partout, qu'il y a des personnes qui arrivent avec le VIH, mais aussi beaucoup de personnes qui contractent le VIH une fois qu'elles sont arrivées en France, du fait des situations de précarité dans lesquelles elles sont, parce qu'elles peuvent avoir des rapports entre les logements, des rapports entre les logements. Des dégrade aussi au niveau de la santé, en tout cas, elles se dégradent du fait de la situation sur place. Et je voulais répondre à un article que j'ai vu dans les journaux nationales et que, par ailleurs, m'intéresse parce que je travaille à l'université. Beaucoup de personnes migrantes arrivent plus qualifiées parfois que les personnes françaises. Rappelez que une grande partie de l'immigration, c'est aussi l'immigration des étudiants. C'est la majeure. Qui sont restés, peu importe, mais c'est aussi cette richesse-là, pas une richesse économique, En tout cas, moi, ce qui me marquait à Briançon, c'est que j'étais face à un copain qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, en fait, je suis dans les meilleures années de ma vie, celle où j'ai le plus de force, et ici, on me force à ne rien faire. Et je crois que ce truc-là aussi, il est hyper fort d'être contraint à une action, et c'est du gâchis, quoi. C'est vraiment débile. Ouais, je me permettrai de dire déjà de vous remercier d'être venu, mais avant de donner le mot de la fin, moi ce que j'en retiens, parce que je tenais absolument à en dire quelque chose de positif, parce qu'on a entendu quand même des situations très dures, des choses qui ne sont pas parfois pas évidentes. Moi j'ai entendu aussi qu'on n'était pas propre en France, on ne se comportait pas correctement vis-à-vis des exilés, vis-à-vis des migrants, c'est clair. On ne les traite pas bien, les accueille pas bien, il faut se garder aussi. Puis il y a une bataille des mots, mais ce que j'ai entendu de plus positif moi ce soir, et puis cet après-midi aussi, c'est qu'il faut se mettre à hauteur d'humain. On est tous des êtres humains, ils ne sont pas différents de là-bas, d'ailleurs, ou d'ici. Voilà. Oui, bon, voilà, je ne sais pas. Et que c'est peut-être ça le plus espérant, c'est que, a priori, on est beaucoup des êtres humains, on devrait peut-être y arriver quand même. Et pour le mot de la fin, je vais laisser le micro à Dorian. Oui, alors moi c'était surtout pour remercier tout le monde, simplement d'être venu, d'avoir fait énormément de kilomètres pour certains pour venir jusqu'ici. Donc un grand merci pour ça. Et on a eu un très bel événement, beaucoup de monde sont venus. Et bon, ok, là maintenant on est dimanche soir, 20h, il y a un peu moins de monde. Mais malgré tout, c'est beau et qu'on a réussi à organiser quelque chose comme ça, ce sera à refaire, je pense. Et donc, juste un dernier petit point qui est un peu plus joyeux. Il y en a 2 qui ont gagné à la tombola. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore là. Sinon, je leur enverrai un mail. Monsieur Sprowell et Monsieur Hoffler, s'ils sont encore là. Non. Du coup, je leur enverrai un mail. Voilà. Donc, encore un grand merci à chacun. Merci à toi. Merci.